Bon, ben alors, on est réunis, moi et mon ami Coco, pour parler de l'affaire Dominici. Alors, comme vous le savez, les abonnés, j'ai déjà fait deux séries de quatre vidéos sur la chaîne. La première série de quatre était beaucoup rapprochée de la version officielle qui suivait l'enquête d'Edmond Sebeil, tandis que la deuxième série de quatre nous amenait vers peut-être l'innocence de Gaston ou qui nous faisait poser des questions en fait sur la déposition qu'il avait faite, sur le juge aussi Bousquet, l'attitude du juge Bousquet et d'Edmond Sebeil. Alors ça c'est le sujet de ma deuxième série de vidéos. Alors là, on va commencer une discussion avec mon ami Coco. Bonjour Coco. Bonjour Doc et bonjour à tous les amis qui nous font le plaisir d'écouter et de nous écouter. Ça Alors me je fait... connais beaucoup moins bien l'affaire que toi, alors je vais essayer de faire quelques petits commentaires et d'essayer d'être un peu à la hauteur et parfois apporter la contradiction pour essayer d'arriver à avoir une idée un peu plus claire de ce qui aurait pu se passer. Ben voilà, mais je crois qu'on en a parlé déjà tous les deux en privé et puis tu connais suffisamment l'affaire pour la développer. En fait, Ouais, bah, la première version officielle, euh, on s'attendra pas trop sur l'histoire. En fait, je crois que les gens qui nous écoutent connaissent déjà très bien l'affaire Dominici. On peut la résumer en 2 minutes. En fait, les Dominici ont une terre à l'URSS et environ à 700 mètres de la ferme, on a un Anglais, Jack Drummond, avec sa femme Anne Drummond et leur fille Elizabeth, qui se stationnent aux environs de 21 heures en bordure de la nationale 96 pour supposément passer la nuit à cet endroit. On entend des coups de feu à 1h10 le matin et on retrouve les trois qui sont assassinés aux petites heures du matin, aux environs de 5h30, 6h. L'enquête va nous amener directement au Dominici et le père Gaston Dominici, 75 ans, va être accusé du meurtre et va être condamné à la guillotine pour ce meurtre. Et finalement, il va être gracié et libéré quelques années plus tard. Alors, en gros, c'est l'histoire officielle. Et en fait, l'histoire officielle condamne Gaston, Coco. oui, c'est ça. Ouais. Bon, Gaston qui alors, a été donc condamné à mort, en plus sa peine a été commuée après par René Coty et exact. c'est le général de Gaulle qui après l'a gracié. Et Et Général de Gaulle il l'a a quand même gracié fait. Oui, avec il l'a gracié. l'influence de sa femme. Hein. C'est l'influence de la femme du Ouais, général de Gaulle qui a fait en sorte que Gaston a été gracié. tout à fait. Après, donc, Gaston, il a fait quand même, je crois, environ 7 ans de prison quand même. Et puis, il a pu retrouver après la Grande Terre. Et après, il a vécu, je crois, chez sa fille un moment. Et Et il est mort puis, quelques années plus tard, en 65, dans une maison de retraite. voilà, Voilà. exactement. Alors, Avant cela, il avait perdu son fils, Clovis, qui était son fils aîné, qui est mort en 59, lui, voilà. d'un cancer du foie. Et voilà, Gustave, lui, a survécu beaucoup plus longtemps. Et Gustave a voilà, donc. survécu jusqu'en 1996, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. 77 ans, il avait. Alors, voilà. Alors, l'histoire nous raconte que Gaston a 75 ans. Il est en semi-retraite. Tout ce qu'il fait de ses journées maintenant, c'est qu'il promène ses chèvres le matin à l'aurore. Il promène ses chèvres vers 16h, 17h, 18h pour une deuxième fois durant la journée. Et ses activités se limitent à ça. Parce qu'en fait, la Grande Terre, c'est maintenant la responsabilité de Gustave, qui est son plus jeune fils, et qui a toujours Ouais, demeuré avec lui. Alors ouais. que Gustave s'occupe de la Grande Terre pour la Ce qui n'est pas ferme. le cas de tous les autres enfants, hein, parce qu'à un moment, ça aurait été plus logique que Clovis, qui est le fils aîné, prenne la succession de Gaston, mais Clovis a préféré, lui, travailler à la SNCF, et Gaston a cédé en fait l'exploitation de cette terre-là à Gustave, Voilà.
qui est marié à Yvette. C'est Yvette qui aura de l'importance aussi, qui a de l'importance dans l'affaire. Hein. Yvette, Et à la qui a tout juste 20 ans à l'époque, hein, parce ouais, qu'elle est plus jeune que Gustave. Gustave est juste dépassé la trentaine. Euh, En c'est ça. fait, Yvette arrive, elle a tout juste 20 ans là, au moment de l'histoire. Elle est née en 32. L'histoire arrive en 52. Alors, Et qu'est-ce qu'on... Yvette qui serait peut-être toujours en vie, enfin, a Ben priori. moi, je vais te dire à l'heure actuelle, en 2024, moi je peux dire qu'en 2019, il était certain qu'elle était toujours en vie. Ouais. J'ai fait d'énormes recherches et j'ai pas pu trouver la preuve d'un décès. Mhm. On peut supposer qu'elle serait en vie aujourd'hui. Alors, si elle est née en 32, ça lui donnerait Ah 92 ans à l'heure bah, actuelle. ouais, c'est Alors, possible, hein, mais bon. oui, c'est possible. C'est possible qu'elle soit en vie. Tout le monde est décédé. Ouais. Gaston en 65, Marie, sa femme, en Marie la 74, Sardine, oui, Marie la voilà. Sardine. Ensuite, Même Gust- Zézé Perrin est décédé en 2019, je crois. exactement, Le 2019. petit-fils. Ça fait pas Ouais. longtemps. Ben, en fait, lui, il avait 17 ans à l'époque. Oui, Alors, bah oui. il était né en 1935. Alors, il était le plus jeune du groupe. Et Zézé, mais quand on parle de la famille Dominici, on va parler de Gaston, on va parler Oui. de Marie, sa femme, on va Mm, parler de Gustave et d'Yvette. Ces quatre mm. personnes-là demeurent à la ferme, tous les quatre. Oui, oui. Et on va parler de Zézé aussi, qui ne demeure pas avec eux, mais qui fait partie de la famille. En fait, c'est le petit-fils de Gaston. En fait, il Ça. est le fils d'une des filles de Gaston. Alors, Et il vient régulièrement à la Grande Terre. il vient Au domaine. régulièrement à la Grande Terre parce qu'en fait, Gustave, très souvent, vient le ramasser chez lui et puis Mm. il vient aider à la ferme parce qu'il faut Bah, ils dire. sont pas très nombreux en fait, hein, parce que enfin, la ferme est assez étendue et il y a quand même énormément de choses à faire. Comme j'ai vu dans ta vidéo, tu l'avais bien présenté, que Gaston avait racheté cette ferme-là, mais il y avait énormément de travaux à faire. Il avait mis 10 ans pour essayer Elle de. tombait en ruine. Elle Elle tombait en tombait en ruine, en ruine fait. et Clovis à l'époque avait bien aidé également. Et Clovis avait travaillé très fort sur la ferme. L'histoire nous raconte que Clovis a travaillé sur la ferme dès ses 5 à 6 ans. Il a ouais, travaillé toute sa jeunesse. Et en c'est- 1925, il a préféré, il n'a pas préféré, il a fait son service militaire en Hum, fait, parce que à l'époque c'était une obligation. Et quand il est revenu, Gaston comptait sur le fait que Clovis, qui était le bah plus oui. vieux, prendrait en charge la ferme, mais Clovis n'a pas voulu. Et Hum. même si l'histoire nous dit que Gaston était très contrarié de ça, il lui a quand même donné un coup de main pour qu'il puisse rentrer au chemin de fer, la SNCF. Bon, Ouais. alors, Mais tu sais plus mieux que moi, c'est que Clovis et Gaston, c'était pas quand même. Ils avaient des relations assez conflictuelles, assez tendues, parce que d'après ce qu'on a pu voir, et ce que tu avais présenté aussi, c'est que Clovis avait demandé à avoir une parcelle de terre pour planter les pommiers, je crois, et que Gaston lui avait refusé. Et depuis ce moment-là, ils s'étaient pas parlé, je crois, pendant 7 ans. ça c'est en Et donc, 1945. Ce que tu nous ouais. racontes là, c'est si Et que tu... Clovis, il aurait été un petit peu à part, un petit peu de la famille, quoi. En Enfin, fait, à partir de il était un peu 1925, en marge. ben voilà, il était en marge de la famille. D'abord, c'était le plus vieux, il s'est marié, il a eu des enfants. Et ça faisait 20 ans qu'il travaillait au chemin de fer. Quand il a, en 45, il a demandé à Gaston une parcelle de terrain. Il se croyait en droit pour les services rendus. Il croyait il était dans son bon droit. Et Gaston a consulté son notaire qui lui a dit si tu donnes une parcelle de terrain à Ouais, ce qui est Clovis, logique. ben tu vas faire quoi avec les autres enfants là? Tu en as 8. Alors Ouais. il a refusé. Clovis l'a très mal pris. Et ils ont été 7 ans sans se parler. Donc, en 52, quand le drame est arrivé, ça faisait pas longtemps que les deux se parlaient. Ça Ouais. c'est C'est l'histoire qui nous intéressant. est racontée. Voilà. Et très important aussi, on situe les personnages, là, on raconte Oui, pas un l'histoire, petit mais peu, ouais. c'est bien de situer les personnages. Les relations qu'ils Clovis, avaient entre eux, ouais. voilà. Et Clovis et Gustave, C'était très proche. ce Ouais. sont des très proches. C'est une relation père-fils. Ils ont 14 ans de différence et Gustave avait témoigné bien après le décès de Clovis
Clovis lui avait tout appris. Il lui avait appris la chasse. Quand il était jeune, il allait coucher souvent chez son frère Clovis. Alors, il y avait un amour fraternel entre les deux, là, qui était très profond. Et on pourrait mettre une hypothèse plus tard dans notre discussion sur Clovis, là, l'attitude Oui, de Clovis. sur Pourquoi les Clovis? témoignages, parce que Clovis Voilà, a voilà. essayé de couvrir un peu Gustave, a essayé de sauver la tête de Gustave par rapport à son père. C'est vrai que c'est une théorie qui est intéressante. C'est une théorie qui est intéressante, qui a été amenée par Gustave lui-même. Alors, bon, alors, Le problème de Gustave, c'est que il a tellement fait des témoignages contradictoires, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Alors après, on essaiera peut-être de comprendre pourquoi justement tous ces témoignages pouvaient. Après, ça dépend des hypothèses que l'on a à soumettre, mais c'est vrai que c'est désarçonnant, hein. Quand on voit ça de l'extérieur, on a du mal à s'y retrouver. disons que comprendre Gustave, tu vas en perdre ton latin si Ah tu oui, essaies de comprendre Gustave. Par contre, euh, il y a certains trucs quand même que je te dirais que oui, je le ils sont comprends, compréhensibles. Oui, qui oui. sont compréhensibles. Et puis, Mm. quand on déroulera l'histoire, peut-être qu'on arrivera à Mais se mettre d'accord. Zézé Perrin, c'est pas beaucoup mieux, hein. Dans les deux, là, ils sont quand même. C'est du costaud à Ouais, suivre. ben là, en fait, on a parlé de la famille, on a parlé de Clovis. On arrive à Mm. Zézé, qui fait partie de la famille aussi, comme on en a Voilà. parlé. Et Ouais. Zézé, selon les témoignages de Gaston, est un menteur né. Il adore mentir. On le dit un peu simple d'esprit. Alors, qu'est-ce que ça Euh, entend simple d'esprit? Gaston, Gaston disait aussi que c'était un rouleur. Donc, Voilà, je sais pas voilà. si tu te souviens. Oui, Mais donc, il roulait un peu des mécaniques. Enfin, il aimait bien se mettre en avant. Mais après, c'est un ado. Il est presque à la fin de l'adolescence, mais il a 16-17 ans. oui. Donc, Et puis le il est d'une milieu, autre génération. il faut Il est prendre d'une en autre considération le génération. milieu aussi. Tu vois, en Oui, bien sûr. 1952, à 17 ans, qu'est-ce qu'il a connu de la vie, Zézé? Ah oui. Tu vois, c'est C'est pas... pas du tout le même caractère que Gaston. C'est sûr que Gaston ne doit pas se retrouver dans son petit-fils. C'est normal, hein. Il y a plusieurs générations d'écart. Ils n'ont pas connu la même chose. Exactement. Gaston a eu une vie sans doute beaucoup plus rude que Zézé, qui est tout jeune, ce qui est normal. Oui, oh oui, définitivement. Parce Mais c'est vrai qu'après, on racontera peut-être l'épisode qu'il y a eu lors du procès où le petit-fils, quand même, se démontait pas pour. Enfin, il a insulté son oui, grand-père et puis oui. il le provoquait quand même. Donc tu te dis, c'est, euh, il avait pas froid aux yeux quand même, hein. Non, 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 non. Voilà. Ça témoigne pas vraiment que le garçon est faible d'esprit, cette Non, confrontation-là. Moi, je croirais ouais. plutôt que c'était des gens peu instruits. Alors, Mm. tu les écoutes parler, c'est un accent. Tu écoutes parler Paul Maillet ou tu écoutes parler C'est vrai. Gaston et Gustave et on comprend pas toujours bien ce qu'ils disent. Il faut réécouter. Tu vois que c'est Ah bah, des gens qui... c'est déjà l'accent du sud-est, Oui, oui, l'accent du sud. Et c'est oui, vrai que des fois, je sais pas si. Alors le pire, je crois que c'est quand j'avais écouté Marie la Sardine, j'ai dû attraper une interview, une petite interview d'elle. C'est vrai que oui, c'est dur à comprendre. Et Gaston aussi parlait parfois en patois, hein. Alors oui. je sais pas si c'était pour ne pas se faire comprendre de certains, mais il est assez roublard, Gaston quand même, Oui, hein. mais Il est loin d'être bête, hein, Gaston, non, il est loin aussi. d'être bête, mais il avait un langage limité. Ouais. C'est ce qu'on Et disait, qu'il n'avait pas autant de mots que voilà. son avocat, par exemple. Il y a Yvette qui s'exprimait très bien. Elle n'avait que 20 Ouais. ans. Moi, je l'ai entendue dans des entrevues bien Ah des années oui. plus tard et c'est une femme qui s'exprimait très bien. Et tu sens qu'elle Euh, est très organisée, elle a la tête sur les épaules. oh, disons que c'est Oui. Yvette. Même si elle était plus jeune que Gustave, je pense que oui, C'était quelqu'un. C'était dans le quelqu'un. foyer, elle devait faire entendre sa voix. Exactement. Et on arrive aussi à un dernier personnage qui est très important dans l'histoire, Paul Maillet, qui Ah oui. lui, quand on parle d'accent, lui, je crois que c'est le pire. Pour tenter de comprendre Paul Maillet, bonne Ah oui, qui doit chance. être décédé, parce que moi, j'ai vu un reportage, mais ça me paraissait un reportage qui avait déjà 15-20 ans, il était déjà à l'EHPAD, donc je pense que lui, Il a il doit être dépassé les décédé. 90 ans, là. Il a vécu Ah très oui, vieux, là. ouais. Et Bon. donc lui, c'est pas vraiment de la famille, c'est un ami, c'est ça, hein, Doc? En fait, Paul Maillet travaille au chemin de fer. Voilà. Et, il est ami de la famille. Ça c'est clair parce que lui, il se présente chez les Dominici quand il veut. Mm, mm. Il ne fait pas partie de la famille, mais c'est quand même quelqu'un qui les a fréquentés C'est un toute ami sa proche. vie. C'est un ami proche.
Et en plus, il travaille avec Clovis au chemin de fer. Ouais. Ils sont tous les Ouais. deux dans la même équipe de travail. Au début de cette histoire-là, ils sont tous les Mm. deux. Et on va voir, durant notre histoire, que Bah oui, que la Clovis SNCF, peut faire la des... SNCF Vas-y. vas-y, Doc. On- La on- SNCF, c'est quand même un lien, un moment important de l'affaire, c'est aussi la SNCF, hein. Ouais, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de la SNCF. L'éboulement, enfin, c'est aussi un lien avec la SNCF. ouais. Et il y a aussi un côté politique. La SNCF, il y a aussi la CGT, il y a aussi le Parti communiste qui est très présent. Et après, ben, on pourra reprocher à certains, notamment à Sebaï aussi, que lui qui avait une aversion anticommuniste, ça a pu jouer un petit peu dans son enquête. Alors après, chacun jugera hein, si ça peut jouer assez pour le faire influencer son enquête ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent aussi dans l'affaire, donc c'est Bon, intéressant. on a parlé de nos personnages et peut-être le personnage le plus important dont on n'avait pas parlé encore, c'est le commissaire Edmond Sebeil. En fait, Ah oui. lui va être très important dans l'enquête. Il y a quand même d'autres commissaires qui ont participé à l'enquête à quelques moments, mais en réalité, peut-être 90% des interrogatoires, Mm. c'était toujours Edmond Sebeil qui était Même là. si, à un moment, il s'était fait remplacer parce qu'il avait eu un petit coup de fatigue, je ne sais quoi. Mais après, Ouais. l'affaire, elle a duré aussi, hein, donc Oui, il s'est fait remplacer un petit peu. D'ailleurs, et après, ensuite, quand il y a eu la contre-enquête, eh ben, on a passé la main à d'autres policiers qui voilà, ont fait la contre-enquête. voilà. Alors, Et donc, Edmond Sebeil, lui, il vient de Marseille. oui, et puis Euh, je crois que on D'ailleurs, peut... c'est important qu'il vienne de Marseille parce qu'on se dit, il n'est pas arrivé de bonne heure sur sur Non, le lieu du crime. non. Alors certains lui ont reproché qu'il avait passé un petit peu trop de temps au restaurant, mais c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu tard sur le lieu du crime et les corps, par exemple, étaient déjà partis, hein. L'histoire nous Donc il était plus raconte sur place. qu'il a vu les corps et c'est complètement faux. Il n'a jamais vu Oui. les corps sur place. La levée s'est faite bien avant qu'il arrive parce qu'il est arrivé dans le milieu de l'après-midi Mm. et ça faisait longtemps que le drame est arrivé. On l'attendait. Il Et que n'arrivait pas. la scène de crime n'était pas gelée du tout, hein, Absolument. ça a été piétiné. Il y Voilà. a des éléments qui ont pu disparaître, enfin des choses assez intéressantes là-dessus. Et c'est Alors, vrai que certains lui ont reproché le fait d'être arrivé un peu tard. Après, il fallait arriver de Marseille, mais bon. ben voilà. Alors si on déroule un peu l'histoire, on arrive avec Gaston qui promène ses chèvres aux environs de 16h, 17h. Quand il est sur le chemin du retour, il s'aperçoit qu'il y a un éboulement qui provient de sa terre qui va obstruer la voie du chemin de fer. Alors le résultat est que si le chemin de fer, le train, est retardé à cause d'un éboulement, ça va être une amende assez Mm, salée aux Dominici. Et pour mettre les choses en contexte, les Dominici, c'est des gens pauvres. mm, mm. Parce Et qu'en puis, fait, ils étaient l'une des c'est des, seules terres c'est qui... des terriens aussi, hein. Un sou est oui, un sou, hein. Donc oui, oui, hein, exactement. Et puis, Gustave, là, il travaillait... il n'y avait pas de machine agricole là, sur la ferme. Là. Tout se faisait à l'ancienne encore. Là. Alors, Gustave, ça travaillait extrêmement fort parce que c'est une terre qui n'était pas très riche et non. l'argent était compté. Là. C'est des gens qui vivaient pauvrement. Là. Bon, moi, je te dis pas que c'est des gens qui crevaient de faim, non. Mais c'est des gens qui gagnaient chèrement leur vie, à mon sens. Il travaillait beaucoup pour assez peu de bénéfices, en fait, hein, c'est Voilà, ça, hein. voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui arrive avec cet éboulement-là? Gaston, 75 ans, n'est pas en mesure de déblayer lui-même. Mm. Et Gustave, lui, il est chez un voisin parce qu'en fait, à l'époque, on louait une machine agricole. Mm. Les fermiers s'associaient Pour les moissons, ouais. pour les moissons. Et puis, on maximisait, minimisait même le temps qu'on avait cette machine-là. Il fallait aller au plus tôt. Alors, la moisson avait été faite chez les Dominici. Cette journée-là, Gustave était chez un autre fermier, donc il n'était pas là. Il est arrivé aux environs de 20 heures. Yvette l'a averti de ce qui se passait. Il est allé avec Yvette voir l'éboulement et il a dit à sa femme, ça va me prendre environ 45 minutes, 1 heure à déblayer l'éboulement. Yvette
elle n'a pas demeuré avec Gustave tout du long. Elle a décidé de s'en retourner. Et elle témoigne qu'à 21 heures, elle a vu arriver une voiture en bordure de la nationale 96 qui s'est stationnée à cet endroit-là. Et là, on parle des Drummond. Donc 21h, 21h10. Elle a témoigné de ça. Moi, j'ai pas de raison jusque-là de douter de ce qu'elle a dit à cet instant-là. Alors moi, des fois, j'ai un petit peu plus tôt que ça. Moi, j'ai 20 heures. Enfin bon, ça se joue pas grand-chose, hein, entre 20 heures et 21 heures en tout cas. Mais, c'est vrai que. Alors après, il faut savoir qu'ils étaient forcément un petit peu énervés, hein, Gaston et Gustave, parce que. Oui. En fait, il y a une pratique, une fois par an, le canal de la Durance pouvait être utilisé pour une exploitation pour pouvoir ouvrir une sorte de trappe qui permettait d'irriguer un champ, par exemple. Et ça avait fait. Et sauf que Marie, la femme de Gaston, elle avait oublié de fermer la martelière, ce qui fait que ça avait inondé totalement le champ. Ils ont trop irrigué. Ils ont trop irrigué. Voilà. Et ce qui fait que ça a provoqué donc cet éboulement de terrain. Et que Gustave était déjà bien courageux, c'est vrai, que de dire je vais essayer déjà de limiter, bien sûr, cet éboulement, parce qu'il savait que le lendemain, il y avait le premier train qui passait à, je sais plus, 5-6 heures. Et que c'est vrai que ça pouvait provoquer l'arrêt du train et l'arrêt du trafic. Et c'est une amende qui était vraiment très très salée pour une petite exploitation comme ça. Exactement. Et donc ils étaient déjà un peu sur les nerfs et ils avaient prévu également de surveiller cet éboulement, enfin moi de ce que j'ai compris. Et peut-être dans la nuit, aller voir régulièrement si l'éboulement n'allait pas recommencer et que ça pouvait obstruer la voie. Par contre, la version de Gustave et qui est confirmée par Faustin Roure. Qui est Faustin Roure? C'est le contremaître au chemin de fer. Gustave, il dit que quand il a terminé son travail, là, on arrive aux environs de presque 22 heures. Là. Il est allé voir Faustin Roure pour lui dire qu'il avait déblayé, et Faustin Roure a toujours témoigné qu'il avait dit à Gustave: demain matin, j'y vais avec mon équipe, on va aller voir l'état du chemin de fer, de l'éboulement. Donc, ça laisse entendre, parce que Gustave, lui, disait le contraire. Il disait, Faustin Roure m'a dit d'y retourner à l'aube, au matin, pour voir dans quel état l'éboulement, où s'en était rendu. Faustin Roure prétend le contraire, lui. Il a presque lavé de tout ça. Il lui a dit, t'inquiète pas, on va aller voir demain. Alors, tu vois, ça, c'est une première chose qui arrive dans l'histoire. C'est la théorie de Faustin Roure qui tient plus la route. Hein. Enfin, d'après ce que... En fait, Faustin Roure, dans l'histoire, est pas très important dans le sens que c'est la seule chose... c'est un témoignage important. C'est le seul truc qu'il va témoigner, en fait, qui a de l'importance. Il amène rien à l'affaire. Oui. Il amène rien à l'affaire, mais c'est quand même important ce qu'il dit. Oui. Il dit le contraire de Gustave. Maintenant... Parce que Faustin Roure, lui, il arriverait vers 6h30. Et apparemment, en plus, il aurait dépassé Clovis à ce moment. Quand il arrive pour constater l'état de l'éboulement, il aurait croisé Clovis Dominici. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Alors, et puis il a témoigné aussi qu'il avait été à la ferme aussi, Faustin Roure. Là, on saute du coq à l'âne, là, mais tu sais que Faustin Roure a témoigné qu'il avait été à la ferme après le drame, après qu'on a eu découvert les cadavres le matin, et qu'il a surpris Yvette en train d'apprendre la nouvelle à Gaston, qui semblait très surpris d'entendre ce qu'Yvette lui disait. Là. Yvette lui disait, il y a 3 cadavres en bas, là, il y a des gens qui sont décédés. Et lui, il dit, Faustin Roure, que Gaston ne pouvait pas le voir, ne pouvait pas avoir conscience qu'il était là. Mais moi, c'est des histoires que je prends un peu... tu vois, je les crois oui et non. Oui et non, oui. Parce qu'en fait, Faustin Roure, écoute, tout le monde se connaît, là. Et moi je me suis dit, peut-être que Faustin Roure témoigne pour disculper un peu Gaston. Tu vois? Il y a des témoignages comme ça, là. C'est important la chronologie, c'est important de savoir si le témoignage il est fait tout de suite après les faits ou si ça arrive 6 mois après. Mais alors 6 mois après, on est dans quel contexte?
On est Voilà. sur la culpabilité de Gustave, sur la culpabilité de Gaston. Est-ce que Faustin, il veut sauver Gustave, il veut sauver Gaston? Voilà, donc c'est un peu c'est comme dans l'affaire Villemain que tu connais Ouais, forcément bien. ouais. Et ben il faut vraiment regarder la chronologie des témoignages et pas reprendre ça, euh, prendre ça au pied de la lettre. Il faut vraiment mettre ça en perspective tout le temps. Voilà. Alors, Et toujours être méfiant parce qu'effectivement, et puis en plus un an après ou un an et demi après, est-ce qu'il se souvient bien de ce qui s'est passé? Parce que des fois c'est pas par malice, hein, il pourrait aussi se tromper sur les faits, ça peut arriver. absolument. Moi, j'ai toujours dit qu'on passerait une soirée ensemble, 7-8 personnes. On écrirait après la soirée tout ce qui s'est Mm. passé durant la soirée. On va écrire sur une feuille les personnes qui étaient présentes. On va mettre ça dans une lettre. Et dans un an, on va reparler de ça. Et tu vas voir qu'on ne sera pas capable de nommer tous les gens qui étaient là. Et on Ouais. va changer les faits sur la soirée qu'on a passée ensemble, 7-8 personnes. Alors imagine-toi, et ça c'est simplement que la mémoire, on oublie, on change les faits involontairement. Et Sans compter que tu peux être influencé par ce que vont te dire tes collègues en disant bah exactement, moi j'ai vu ça, il y en a deux qui disent ça, tu dis bah moi bah, je vais dire comme vous, hein. C'est un petit peu ce qui peut arriver, donc exactement. faut vraiment prendre ça avec des pincettes, hein. Et tu sais, là je reviens à notre soirée, parce qu'on déborde un peu, mais c'est bien. On revient à notre soirée. Gustave est allé avertir Faustin Roux. À 21 h, Yvette témoigne qu'elle a vu les Drummond arriver en bordure de la 96. Et Ouais. tu sais que cette soirée-là, Zézé Perrin a témoigné que les Drummond étaient venus chercher de l'eau à la ferme. C'est ça qui m'a interpellé aussi, oui. Mais Ouais. si Yvette les a vus arriver à 21 h 10, comment la noirceur arrive là, à 21 h 10, le 5 août. La noirceur est peut-être pas arrivée à plein, mais on n'est plus en plein jour là. Alors, Mm. eux arrivent à cet endroit-là, ils ne connaissent pas l'endroit, ils vont se présenter à la ferme pour venir chercher de l'eau. Tu vois, Après, ceux qui j'ai un peu de estiment mal, que autrement dit, avec ça, là. ceux qui estiment que bah il n'y a pas de complot, ils sont pas mis là par exemple pour attendre un rendez-vous. On en reviendra sans doute Là, en fait, après. on est dans la version officielle, en fait, là. Ouais, on se met dans la version officielle. Donc là, ils Voilà. viennent là pour passer la nuit parce que a priori, ils rentraient d'une corrida, hein, c'est un Ouais, spectacle de tauromachie qui avait lieu à Digne, ouais. et ils devaient se rendre à Villefranche-sur-Mer pour retrouver un couple anglais d'amis, hein, où ils passaient une partie des Les vacances Mariannes. Les les Mariannes. Mariannes. Et donc, ils auraient prévenu qu'ils allaient passer une nuit à la Belle Étoile. Bon, donc ils se sont mis là. Alors après, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que toi, je sais que dans la deuxième série de tes vidéos, tu disais justement que c'était complètement illogique de se mettre à cet endroit-là. Donc ça, on pourra en rediscuter. Donc ils se sont installés là. Et c'est vrai qu'après, est-ce que les Dominicis avaient l'habitude de voir des gens s'installer au bord de cette route? C'est vraiment au bord de leur domaine, hein. Et c'est à 165 mètres de la ferme. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Donc si tu as un problème, moi j'avais cru voir aussi certains témoignages qui disaient qu'ils avaient aperçu effectivement un homme debout autour du capot vers 21 h, 22 h. Alors, est-ce qu'il y avait un problème de radiateur, quelque chose comme ça? Ça pourrait expliquer aussi le fait d'avoir besoin d'aller chercher de l'eau à la ferme. Mais bon, Ça, a c'est priori, possible. c'est possible, mais bon, voilà, tu vois bien, c'est certains témoignages, il y en a un ou deux, il y en a plein d'autres qui disent qu'ils n'ont jamais rien vu de tout cela. Et c'est vrai que des témoignages, il y en a vraiment à foison. Alors faire le tri là-dedans, c'est pas facile. Et puis, savoir si les Anne, parce que ça aurait été Anne et Elisabeth, hein, qui se seraient rendues à la ferme, hein, Oui. et ben il n'y a pas énormément de personnes qui l'attestent de ça. En fait, il y a seulement Zézé qui. Si Ouais. Zézé ne parle pas de ça, jamais on va savoir que cette thèse-là va être amenée. C'est Zézé Perrin, hein, le Roger Perrin qui en a parlé le premier. Donc, ça atteste qu'il était à la ferme, parce qu'en fait, Zézé a toujours dit qu'il n'était pas à la ferme. On Mm. Alors pense moi, qu'il a passé la nuit à la ferme. j'ai un autre témoignage. Alors apparemment, il y a une dame qui s'appelle Jeanne Christianini, qui est de Ouais. Marseille, qui serait passée vers 20 h 30 sur les lieux du crime. Et elle aurait vu, donc, comme que je t'ai dit tout à l'heure, un homme assez grand, qui pouvait être le père de Drummond, Jack Drummond, Oui, qui qui était regardait grand. sous le capot. Et donc c'est pour ça que ça expliquerait peut-être qu'elle se soit rendue donc, pour quémander de l'eau, pour remplir le radiateur. Mais à part donc ce témoignage-là, donc elle n'a pas vu vraiment en plus les femmes
enfin la femme et la fille se rendent à la ferme. Elle a juste vu l'homme qui était penché sur le capot. C'est vrai qu'il n'y a que Roger Perrin. Et Yvette, par exemple, parce qu'il met un peu Yvette un petit peu dans le coup, en disant qu'elle était là, qu'elle a tout vu. Je crois même que Roger Perrin a parlé du fait que même on lui avait, ou même Gaston, je ne sais plus s'il n'a pas mis Gaston dans la boucle en disant qu'il avait montré les chèvres à la petite. Donc tu vois, ça va quand même assez loin. En Mais il fait, n'y a que Roger Perrin qui atteste du fait que, ben oui, il a bien vu ces deux personnes-là se rendre à la ferme. le film avec Gabin nous montre la jeune qui est avec Gaston au début. Là. Il lui montre ses chèvres. En fait, le film avec Gabin se rattache exactement à l'histoire officielle. Là. Elle met pas en doute, elle met pas en doute les faits comme toi et moi, on va mettre certains trucs en doute là, plus tard un peu. Là. Parce que, en fait, tu vois, Yvette voit les Drummond à 21h. Elle se fait demander plus tard, elle témoigne qu'ils ont entendu des coups de feu à 1h10, ce qui est la vérité. Ça serait environ à cette heure-là que les assassinats ont eu lieu. Et Sébeil lui demande à Gaston et à elle, mais vous n'avez pas associé les coups de feu au Drummond? Oui. Et la réponse qu'elle a donnée, moi, je vais t'avouer que je la déteste pas du tout, la réponse qu'elle a donnée. Elle a dit, oui, je les ai vus à 21h, mais j'aurais jamais pensé qu'ils voulaient passer la nuit à cet endroit-là. C'était pas un endroit pour passer la nuit. Les gens arrêtaient souvent pour pique-niquer, pour manger, mais jamais pour passer la nuit. Et elle n'avait pas vu de matériel non plus de camping, de rien, quoi, de rien de sorti. Ils n'en avaient pas de matériel de camping, les Drummond, ils en avaient pas. Et tu vois... Ils avaient juste des lits de camp. Donc après, certains te diront, bah si tu veux dormir à la Belle Étoile, tu sors des lits de camp. Mais bon, après, on en reviendra aussi tout à l'heure. Ben, tu vois, on les a retrouvés assez habillés pour passer la nuit, quoi. Ben, moi, tu vois, je t'ai dit qu'on parle de l'histoire officielle, mais c'est difficile de ne pas passer à l'autre version. Parce qu'en fait, moi, les Drummond, ce sont des gens fortunés. Jack Drummond est un homme fortuné. Il va toujours dans les beaux hôtels. Et là, la nuit du... d'argent. Non, il n'a pas de problème d'argent. C'est des gens distingués, les Drummond, là. C'est Sir Jack Drummond, là. C'est un homme qui a été anobli, là. Alors, c'est quand même pas n'importe qui, Jack Drummond, là. Et la famille qui va dans les beaux hôtels, ben, la nuit du 5 août, on décide de dormir à la Belle Étoile sur des lits de camp, là. Sur la Nationale 96, à l'époque, là, la Nationale, là, les alors gens... Moi, excuse-moi, mais je t'aurais pas dit... je t'aurais dit, effectivement, pourquoi pas, parce que ça fait une expérience de vie peut-être pour la petite, et puis ça sort un petit peu de l'ordinaire, même si c'est peut-être pas dans l'esprit anglais tellement, mais bon, on va dire pourquoi pas essayer de passer une nuit à la Belle Étoile, à la limite, ça pourrait me convaincre. Mais c'est vrai que c'est l'emplacement qui me gêne un peu, parce que si tu veux passer une nuit à la Belle Étoile, bah, tu vas dans un petit chemin, quelque chose de tranquille, un champ, quelque chose de sympathique. Ouais. Là, au bord d'une route comme ça, c'est vrai que c'est même presque dangereux. Tu dis, mais on met les lits, on va les mettre où? Enfin, c'est très dangereux. Et puis, tu es à la merci des bêtes, tu es à la merci d'un rôdeur, de n'importe qui peut te surprendre. Ce qui est arrivé, en fait. Mais moi, personnellement, jamais je m'aurais installé dans ce truc-là. Et une chose bien simple, moi, que je me suis dit, bon, on sort les lits de camp et on se... D'accord, la petite, elle va dormir dans la voiture, ça va, à l'arrière, ça va. Mais moi, faut que tu me fasses admettre que Jack Drummond, 61 ans, et Madame Drummond vont passer la nuit à la Belle Étoile sur des lits de camp, sans aucune commodité, t'as rien pour... tu vois? Ouais, je comprends. Il cherchait peut-être le côté un peu plus sauvage de s'encanailler sur une nuit, mais c'est vrai que je comprends qu'on remette ça en question. S'encanailler pour une nuit, j'y croirais pour des jeunes de 20 ans là, ben oui, qui sont sur la route et puis, OK, on va dormir à la Belle Étoile. Mais des gens de cet âge-là, avec une fille... Je vais faire l'avocat du diable, hein. On va être un peu comme ça d'ailleurs. Oui. Justement pour que ce soit un peu contradictoire. Bien sûr. Mais après, tu peux te dire,
Après, c'est tout ça, c'est des théories, des constructions intellectuelles. Donc, je pense que de toute Oui, façon, ça nous apportera pas la clé là-dessus. non. Mais tu peux dire peut-être que c'était un souhait de la petite. Peut-être la petite, elle a dit papa, maman. Bon, elle avait, je crois, 10 12 ans, hein, Elle avait 10 ans. C'est Elisabeth. ce qu'on a Elle avait avancé, en 10 fait. ans. On a avancé Et que peut-être c'était que un la souhait de petite, la elle a petite. dit. Ouais. Ouais, mais bon, c'est un peu facile de le dire aussi. Oui. Et puis, une autre chose qui me parle énormément, c'est qu'on les a retrouvés habillés, les Drummond. Oui, ça, c'est vrai. Alors, est-ce que vraiment ils avaient l'intention de passer la nuit à cet endroit-là? Pour un crime qui a lieu à 1 heure du matin, hein. Ben Donc, voilà. la nuit devait être un peu fraîche, hein. Alors, je sais pas là, exactement, il devait faire chaud, c'est durant la journée, mais Ah, il je pense faisait que la chaud. Il nuit, faisait chaud. oui, C'était une période de c'est une l'année région, où oui, il où il faisait fait très chaud. chaud. Il faisait très chaud. Mais la nuit, après, je sais pas, moi, que la nuit soit douce et ils soient restés juste comme ça, mais connaissant un petit peu, c'est vrai que c'était des gens un petit peu bon, je dirais pas de la bourgeoisie, mais c'est de la noblesse, ils ont été anoblis, et puis des gens qui avaient un peu de moyens. C'est vrai que passer avec les mêmes vêtements que le jour, un peu, parce que j'ai l'impression qu'ils avaient à peu près les mêmes vêtements oui, Ouais. qu'ils avaient dans la journée, ça peut sembler bizarre. Lui, il avait toujours ses tennis, on l'a retrouvé avec ses tennis. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai, je comprends. Disons que quand on arrivera à l'autre, notre option, on reviendra sur Oui, cette parce que sinon, on va question-là. trop loin là. Bon, à partir du moment à On va 1h10 repartir le sur matin. Gustave peut-être. On va Ouais, ben repartir là, sur je Gustave. reviens sur Yvette qui témoignait qu'à Ah 1h10, oui, il ouais, vas-y. témoignait qu'ils n'associaient pas les coups de feu au Drummond. Et puis, écoute, il y a des braconniers qui se promènent dans les bois. Bon, Ils savent bien puisque eux-mêmes braconnent. exactement. Tout le monde braconne. Alors, Oui, ça se tient. Et puis, de leur chambre, ils ne voient pas du côté des Drummond. Quand tu mm, regardes la Grande Terre, en ouais, fait, leur chambre donne sur la Durance. Elle ne donne pas à la gauche, là, où les Drummond. Donc, ils ne mm. peuvent pas voir les Drummond. Et ça Sebeil a été constaté lui-même dans leur chambre. Tu ne peux pas voir ce qui s'est passé. Bon, alors, jusqu'à ce moment-là, ça se tient. Quelle Et est la version? Yvette, elle a toujours maintenu le fait elle était au courant, bien sûr, qu'ils étaient là, puisqu'elle elle les a vus en passant, mais elle a toujours dit qu'ils n'étaient jamais, Anne et, par exemple, et Elisabeth n'étaient jamais allés à la ferme. Après, je suis pas sûr en plus qu'il y ait une grosse importance de savoir est-ce que ils y sont allés ou ils y sont pas allés à la ferme. Parce que, à moins qu'il y ait eu une altercation, que ça soit mal passé, je vois pas pour quelle incidence il pourrait y avoir après sur savoir qui est coupable ou pas dans ce crime-là. Ben voilà. Ben voilà. Hein, donc je pense que c'est plus un détail. Pourquoi Zézé, on le verra plus tard, que de toute façon il a beaucoup varié dans ses déclarations. Et Exactement. voilà. Bon, maintenant, à partir du moment où on entend les coups de feu à 1h10, la version de Gustave et de Mm. Yvette, c'est qu'ils n'ont pas sorti de leur chambre, ils sont restés dans leur chambre et ils se seraient rendormis. Ouais. Peu de temps après, Enfin, la première version de Gustave, hein. ça c'est leur première version parce que Gustave, on pourrait Ouais. écrire un livre seulement sur les déclarations de Ben oui. Gustave. Il Mm. parle d'un sidecar qui serait Ah oui. arrivé dans la cour de la Grande Terre. Et ça serait une langue étrangère, mais finalement, on en vient à dire que c'est soit possiblement que c'est des personnes anglaises qui parlent en Oui, je anglais. pense. Et on parle d'un homme, on parle d'une femme. Et Et d'un enfant même, je j'ai dis. lu à quelques endroits qu'on parlait Oui. de... Comme par hasard, on arrive avec un homme, une femme et un enfant. Bon, Oui. en Et fait, Yvette aurait déclaré que ce sidecar-là serait, je sais pas pour quelle raison, serait arrivé dans la cour de la ferme. Alors elle n'a pas vu Anne-Elisabeth, mais elle aurait vu le sidecar dans ouais, la cour de la ferme vers 21h30. ouais, Mais on n'a pas trop de précision, sinon. ben Voilà. voilà. Alors, ça, cette version-là du sidecar, c'est, à prime abord, quelqu'un qui lit l'histoire, ben, il va dire que c'est bien pratique pour les dominici, là. Le sidecar, ça peut Mm. vouloir dire que ce sidecar-là, comme Yvette l'a annoncé, avait un rendez-vous avec les Drummond. Oui, Alors, ça peut mettre d'autres personnes dans la boucle. ben voilà. Maintenant, ce Et sidecar-là, personne ne l'a vu à l'exception d'une personne. Une Aude personne, Arnaud. Aude Arnaud, Oui. qui lui travaille à Château Arnoux. C'est un commerçant. Lui, il témoigne avoir vu le sidecar. Il parle du 9 août. Alors ça, c'est 4 à 5 jours après le drame.
Moi, j'ai lu à un autre endroit que le témoignage était plusieurs mois plus tard, après le drame. Et parce que lui il dit, j'en ai parlé à Sebeil le 9 août, mais on n'a pas de trace de ça nulle part dans les rapports de Sebeil, mais on en parle plusieurs mois plus tard que Aude Arnaud a témoigné que le sidecar, il l'a dépassé lui-même sur la 96, ce sidecar-là. Mais tu vois, c'est un peu comme le témoignage de Faustin Hérault qui dit qu'il a surpris Yvette en train d'annoncer à Gaston le meurtre et que Gaston ne pouvait pas le voir. Tu vois, c'est très à l'avantage de Gaston. Et ça ressemble encore au même truc, là. Un témoignage pour aider mes amis, les Dominici. Tu vois, parce que personne ne l'a vu, ce sidecar-là. Et même le capitaine Albert a fait des recherches à la gendarmerie. Et puis, on n'a jamais retrouvé ce sidecar. Yvette, elle a acquiescé, elle a dit qu'effectivement, il y avait un sidecar. Mais bon, après, est-ce que c'est pas pour justement sauver, aller dans le sens de l'innocence de Gustave, hein, c'est clair. Et puis, donc, Aude Arnaud, il a juste dit également qu'en passant devant la voiture, il a vu, bon, ça va pas apporter grand-chose, mais à l'arrière-gauche de la Hillman, il avait vu un homme qui était assis. Donc, ça devait être sans doute Jack, mais bon, et assis à l'arrière-gauche. Bon, en fait, on a beaucoup de témoins qui ont passé, qui ont vu des trucs, mais personne n'a vu la même chose deux fois. Hein. Tu as remarqué que tous ceux qui ont passé par là, il n'y a personne qui a vu le même truc. Bon, après, c'est normal, hein, les Drummond, ils avaient le droit de bouger. Hein. Mais bon, c'est un peu surprenant, c'est vrai. Et puis ce sidecar, il tombe un peu du ciel. Bon, voilà, on en pensera ce qu'on voudra. Après, il faut savoir sans doute que c'est une région sud-est qui devait déjà être prisée par les Anglais. Donc c'est pas forcément étonnant non plus qu'il y ait des anglophones qui soient dans la région en plein mois d'août, l'été, et des touristes qui se déplacent également. Sauf qu'effectivement, personne... Il y a une enquête qui a été faite et personne ne s'est manifesté en disant oui, c'était nous le sidecar. C'est peut-être logique. Quand tu veux pas de soucis, tu veux pas de problème, tu te manifestes pas non plus. Hein. Est-ce qu'on peut affirmer de façon certaine que le sidecar n'existe pas? Non. Mais c'est quand même douteux. C'est quand même douteux, disons. On peut peut-être essayer d'avancer sur le fait que peut-être même s'il existait, il n'a peut-être pas forcément un rôle dans ce qui s'est passé dans le crime. Moi, je crois pas qu'il ait un rôle, quoi. Et pour ceux si tu envoies des tueurs et tout ça, est-ce que tu les envoies à sidecar? Je sais pas. Voilà. En plus, c'est quelque chose qui se repère bien. Voilà. Moi, je ferais pas ça. Ça passe pas inaperçu des sidecars habituellement. Là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on arrive durant notre nuit? Selon Gustave et Yvette, notre ami Gustave s'est levé vers 5h30 pour aller voir l'état de l'éboulement. Il voulait peut-être s'y rendre avant Faustin Roure, justement, en disant s'il y a quelque chose, peut-être que je ramasserai un petit peu, j'essaierai de régler ce problème d'éboulement avant que Faustin Roure arrive, parce que lui, il aurait peut-être il aurait pris des décisions qui auraient été contraires à l'intérêt de la famille des Dominici. Donc, je pense qu'il a voulu voir avant. Ça se tient. Oui. Sur le chemin du retour, il dit qu'il aperçoit la petite. Ce qu'il n'a pas dit tout de suite. Hein. En fait, au début, il n'a jamais rien avoué. Au début, il a avoué qu'il a dit qu'il n'avait rien vu, là. Mais finalement, il dit qu'il a vu la petite Élisabeth. Il dit que c'est tout ce qu'il a vu. Et puis, si on regarde sur l'image que l'on voit présentement, tu vois que la petite a été retrouvée l'autre côté du pont, là, le pont où on marche. En fait, le pont pour les piétons, c'est l'autre côté. Talus, en fait. Voilà, elle a été retrouvée très loin. C'est pas facilement visible. C'est pas facilement visible. Finalement, il l'a aperçu. Sur le chemin du retour, il dit qu'il n'a pas aperçu Jack Drummond, qui lui était l'autre côté de la route. Et il n'a pas aperçu Anne Drummond, qui était près de la voiture. Bon. Alors, est-ce que tu te souviens comment Elisabeth était vêtue? Parce que j'ai pas l'information. Est-ce que c'était un vêtement qui était visible ou pas? Est-ce que c'est vrai elle n'avait pas quelque chose de bleu, par exemple? Ça, je peux pas te dire. Mais elle était habillée pour la nuit. Je crois qu'elle était habillée pour la nuit. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être que, effectivement, si les parents, eux, ils attendaient peut-être un rendez-vous, on pourrait dire, par exemple, eux, ils auraient pu rester habillés de façon, un habit de journée, alors que la petite, elle, ils auraient pu la coucher. C'est sûr qu'à 10 ans, la petite, tu sais comment sont les enfants. Hein, les enfants, elle n'allait pas veiller toute la nuit. Ouais. Voilà, et puis un enfant, quand ça tombe de sommeil, tu vois, un enfant
de cet âge-là, quand le soir arrive, les enfants, ça bouge toute la journée, mais quand ils sont à l'arrêt, ils le sont. Tu vois, et ça dort profondément. Alors ça, c'est pensable qu'elle ait été habillée pour la nuit, C'est mais je logique. ne crois pas que ça influence l'histoire de toute façon. Là. Non, non. Bon, C'est juste pour savoir est-ce que Gustave aurait pu apercevoir vraiment la petite, le corps de la petite qui était allongé, donc forcément par terre. Ou donc là, ça aurait été un témoin qui aurait pu, par exemple, n'avoir rien à voir dans l'affaire. Ou alors, il l'a pas forcément vu, mais il savait qu'elle était là. Donc là, c'est une question de culpabilité. C'est pour ça que ça aurait pu être intéressant d'avoir cette info-là. Mais bon, il y a tellement de choses à raconter, sinon on va réussir à développer quand même. Ben voilà. Bon, à partir de là, Gustave va arrêter un motocycliste qui demeure dans dans la région, qui lui revient du travail. Ouais. Et Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Et puis il va lui dire d'aller chercher la gendarmerie. Donc on peut supposer qu'il est environ 6 heures le matin. Et lui va préciser que quand il a abandonné Gustave pour se rendre à la gendarmerie, il a aperçu Yvette et Marie qui n'étaient pas très loin, qui observaient la scène. Là. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Après, c'est vrai que c'est des gens qui se lèvent de bonne heure. Hein. Je pense pas qu'ils fassent grasse matinée, donc tout le monde est levé de bonne heure. Peut-être que les deux femmes aussi étaient un petit peu inquiètes de ce qui s'était passé la veille. Marie, elle avait une petite responsabilité dans le fait que l'éboulement, c'était un peu de sa faute à la base. Et peut-être que forcément, elles étaient Elles étaient juste à la sortie de la ferme, hein, je crois. Il les aurait aperçues à la sortie de la ferme. C'est vrai qu'après, tu peux, en fonction de la thèse que tu défends, tu peux y voir malice ou pas. Tu peux voir soit ce que tu viens de dire, peut-être qu'elles sont là pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'éboulement. Ils attendent un signal de Gustave qui va leur confirmer que tout va bien, ou ça peut vouloir dire que Gustave est arrivé bien plus tôt que 5h30 sur les lieux. Et qu'elles sont au courant qu'il y a eu un et qu'elles sont au courant qu'il y a eu un triple meurtre, là. Ça peut vouloir dire ça aussi, c'est un ou l'autre. Alors, tu vois? Bon. En fait, et puis, il ne faut jamais oublier qu'Olivier dit qu'il a vu Gustave sortir du derrière de la Hillman. Oui. C'est ça qui est le plus important. Tandis que Gustave dit que lui, il a rencontré Olivier pendant qu'il était sur la Nationale 96, qu'il se rendait à la ferme. Alors, donc Gustave, en gros, a dit que lui, il cherchait quelqu'un à prévenir pour prévenir les gendarmes ou la police. Alors que Olivier, lui, tu as l'impression qu'il sortait vraiment de derrière la voiture, comme il disait, je crois, comme un diable qui sort de sa boîte ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose qui l'a presque surpris. Ouais. Et donc, après, l'enquête a dit que, sans doute, Gustave, il était accroupi, il se cachait à moitié, et que peut-être qu'il ramassait les douilles. Oui, parce qu'en fait... Il ramassait des munitions. Ben voilà, parce qu'en fait, l'attitude de Gustave, si tu veux te faire prendre, que tu veux vraiment être dans les mailles du filet de la police, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux que Gustave, là. Vraiment, le cours ABC, les ABC, comment se faire prendre, là. Je crois que Gustave nous a démontré comment faire cette nuit-là. Il a tout fait. Puis en plus, tu vois, il demeure sur les lieux. C'est lui qui accoste les Sébeilles, c'est lui qui accoste les policiers. Pas discret, hein. Tu vois, c'est... Après, tu sais, ça me rappelle l'affaire Flactif, tu sais, avec David Otia, le grand mordant. Et ben c'est lui, c'était pareil, il se mettait beaucoup en avant. Moi je les connais, les Flactifs. Ils ont un super chalet, j'y suis allé dedans. C'est luxueux et tout ça. Ils étaient louches. Hein. Il se mettait beaucoup en avant. Et effectivement, ça a évoqué les soupçons aussi des policiers et des gendarmes. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui, à ramener un petit peu sa fraise un peu tout le temps. Et peut-être que Gustave, et peut-être qu'il n'a pas réalisé non plus. Alors après, savoir effectivement, est-ce que c'était le cas, est-ce qu'il était vraiment caché derrière la voiture. Donc dans ces cas-là, de toute façon, il était au courant de ce crime. Alors soit il était premier auteur, ou soit il a pu être complice, mais bon, il était impliqué. Ou soit, effectivement, ce n'était pas le cas et Olivier aurait menti. Mais moi, j'ai tendance à croire que... Enfin, je sais pas, mon ressenti, c'est qu'Olivier, il n'aurait pas menti. Olivier est solide. Parce que lui, en fait, c'est une personne extérieure. Oui, il n'a rien à voir dans le film. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Il n'a rien à gagner à mentir.
moi, je crois qu'Olivier dit la vérité. Il y a des témoignages qu'on peut dire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ah, il témoigne peut-être à l'avantage de ses amis, les Dominici, pas Olivier. Et lors de la confrontation avec Gustave, Gustave a dû s'incliner devant Olivier quand il les a confrontés tous les deux. Et c'est là que Gustave a finalement admis que c'était vrai qu'il était sorti du derrière de la voiture. Avant de changer d'opinion encore une fois, là. Mais lors de cette confrontation-là, Gustave a dû s'incliner. Olivier, donc, pour moi, est solide. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Bon. Et ça a été le début de ses problèmes à Gustave, un petit peu. Bon, à partir du moment où Olivier est parti, faut parler avant que les gendarmes arrivent, parce que ça a pris un certain temps avant que les deux gendarmes arrivent. Clovis est arrivé aussi, là. Et ça, c'est important dans l'histoire. Gustave est, disons, sûrement désemparé, il est sûrement à bout de nerfs. Moi, je peux supposer ça facilement, là. Et là, son frère, son grand frère préféré arrive, qui est presque son père. Et là, il raconte tout à Clovis. Clovis va aller voir la petite pour lui confirmer qu'elle est bien décédée. Et lui, il dit que c'est Clovis. Gustave dit que c'est Clovis qui lui a fait prendre conscience qu'il y avait deux autres cadavres, là. Tu vois, ça, j'ai un peu de mal à croire ça, là. Parce que Gustave, il est à côté, à quelques mètres des cadavres, et il ne les voit pas. On est en plein jour. Alors ça j'y crois pas non plus. Mais moi, je te parle de Clovis qui est sur les lieux parce que on va parler de l'arme à un moment donné, là, plus tard dans notre version. Oui. Et moi, j'ai essayé le cœur de l'affaire, l'arme. Qui est le cœur de l'affaire. Et j'ai essayé d'échafauder une thèse avec Clovis pour l'arme. Et on verra si ça fonctionne tous les deux quand on l'examinera. Mais là, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que Clovis est arrivé le matin, parce que lui, en fait, il est arrivé pas là par hasard, il travaillait au chemin de fer, il faisait partie de l'équipe avec Faustin Roux qui était au travail pour venir voir l'éboulement. Et il en a profité pour parler avec Gustave qui lui a tout raconté. Il est allé voir la petite Élisabeth, il a confirmé à Gustave qu'elle était bien décédée et il a conseillé à Gustave de rester sur place et de ne rien faire de plus. Ça, c'est le conseil qu'il lui a donné. Est-ce que Gustave l'a suivi? Je ne sais pas. Est-ce qu'à ce stade-là, tu évacuerais totalement la culpabilité de Clovis dans le fait que ce soit lui qui ait participé au triple assassinat? Est-ce qu'il a un alibi? Est-ce qu'il aurait pu être impliqué? Parce que là, c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu après et qu'il n'a jamais été impliqué ni par Gaston ni par on n'a Gustave. jamais été du côté de Clovis dans cette enquête-là. On n'a jamais émis l'hypothèse que Clovis pouvait être coupable de quoi que ce soit. Moi, tout en sachant que l'arme, enfin bon, on en reparlera tout à l'heure, mais l'arme, c'était une possibilité qu'elle lui appartienne. Oui. Enfin, qu'ils la connaissent déjà. C'est une possibilité. Et c'est vrai que ne pas fouiller non plus du côté de Clovis, c'est un peu dommage. Il a peut-être, Clovis. Moi, je te dirais, mon impression, Clovis n'est pas responsable des assassinats, non. Mais il a peut-être un rôle à jouer dans une certaine mise en scène, peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Peut-être. Alors, et ça, écoute, c'est comme n'importe quelle cause criminelle, il y a des trucs que l'on sait, qui sont factuels, et pour le reste, ben, on est dans les suppositions, et puis on est dans les vues de l'esprit. Et ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait de façon certaine. Ben voilà. C'est pas naturel que ce soit Clovis. Enfin, qu'est-ce qu'on sait de façon certaine? C'est quoi qu'on sait de façon certaine? Ben, pas grand-chose. Les trois Drummond se sont fait assassiner en début de nuit, le 5 août. Ça, on sait ça. Et on sait que les Dominici sont à 65 mètres des lieux du meurtre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on sait de plus? Le reste... Même les coups de feu, ça, moi j'ai lu, ça variait entre 6, 7, 5, 6, 7. Ils sont voilà. Forcément, c'est pas facile. 2 séries de 4 coups de feu, donc on est rendu à 8, tu vois. Après, on a les autopsies, ça c'est sûr. Les autopsies.
Bon, Mais après, c'est vrai que c'est que du témoignage, hein, quasiment, hein. Puisque par exemple sur l'arme, qu'on en reviendra tout à l'heure, mais l'arme, elle a séjourné de très nombreuses heures quand même dans l'eau. on parle de Et 16 heures. On parle de oui, 16 heures. donc on n'a pas eu on n'a pas d'empreinte digitale, il n'y a rien. Donc voilà, après on a une étude balistique, quand même est intéressante aussi. Ouais, Ça, sur l'arme de crime, on sait un peu, enfin, on en reviendra tout à l'heure, mais on sait qu'à peu près, c'est celle qui a été retrouvée dans une petite mare, enfin un petit bras de la Durance. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas énormément de choses non plus. Et après, c'est que des témoignages contradictoires, plus ou moins. Et ben après, c'est chacun comme dans beaucoup d'affaires, chacun qui défend sa chapelle. exactement. Les enquêteurs, eux, c'est un peu comme dans l'affaire Villemain, ils arrivent, ils ont une thèse. Je pense qu'il faut qu'ils ont une pression aussi un peu du résultat quelque part en disant qu'il faut que assez rapidement, ils trouvent le coupable. C'est la même Qu'ils chose arrivent qui est à... arrivée. C'est la même chose qui Et est arrivée avec Dominici, en fait, là. voilà. Et ils en débordent pas après, hein. C'est Bay, il a jamais, enfin, il a jamais renoncé à ce qu'il avait pensé au départ. Et il est toujours, c'est vrai, il a été à charge toujours dans la même direction. Et c'est ce que tu lui reprochais aussi dans tes deux dernières vidéos, hein, quand tu as fait un peu enfin, la contre-enquête quelque part, mais la vraie contre-enquête, pas celle qui a été faite par la justice, enfin la tienne. Ouais. Et quand tu remets un petit peu en cause et que tu pars sur des pistes plus parallèles, tu as dit que c'est vrai que Sebeil, mais peut-être que c'est le moment de parler de Sebeil d'ailleurs, je sais pas. Et ben Sebeil, lui, il a toujours chargé, toujours dans la même direction. On n'est pas très loin de Sébeil. Euh, Oui, oui, à partir du moment où Olivier avertit la gendarmerie, là, on vient de voilà. parler de Clovis, qui a Hum, rencontré Gustave. Et ça, on reviendra plus tard sur le fait que Clovis a parlé à Gustave. Par la suite, les gendarmes arrivent. Et hum, en 1952, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, d'après les lectures que j'ai faites, en 1952, on quadrillait une zone de meurtre, on protégeait une zone de oui, meurtre. oui, Je ne crois pas que c'est des trucs qui arrivent depuis les années 80-90. non, En 52, tu te dois de protéger une scène de crime. ouais, ouais. Ouais, je suis Et, d'accord avec toi. et ça a été... Et c'était pas pour l'ADN à l'époque, hein, bien sûr, forcément. ben Mais voilà. c'était également rien que les traces de pas. Mais Rien que les traces de pas. Et qu'est-ce que les deux gendarmes ont pensé? En fait, tout le monde s'est promené à cet endroit-là. Il y a même des gens qui étaient proches des cadavres, là. Très, très proches, là, qui les ont regardés à pas un mètre. Alors moi, et les, et tu et vois les les deux traces de gendarmes, pas? ils seraient arrivés à 7h30 et apparemment la scène de crime, elle aurait déjà été altérée parce qu'il y a des gens qui auraient déjà marché autour. Mais ils n'ont Donc, rien fait pour que ça cesse. Ils ont laissé les gens circuler. Toute la journée, les gens ont circulé. Et ça, moi, et là, je ne blâmerai pas seulement les deux gendarmes. En non. fait, tu as beaucoup de gens qui sont arrivés durant la journée. Avant que Sébeil arrive, le Mm. légiste est arrivé, tu as le médecin qui est arrivé, tu as des enquêteurs qui sont arrivés. Et on a continué à piétiner la scène de crime. Gaston, le vieux, s'est promené entre les cadavres à volonté. Il a même Oui. demandé une couverture pour recouvrir la petite Élisabeth. Mais Ouais. c'est des trucs qui se font pas. Bah Euh, non. ben voilà. Alors tu vois, Alors, certains pourraient dire, bah, je vais faire encore l'avocat du diable sur Gaston, ouais, que ça peut être un signe de culpabilité le fait qu'il veuille recouvrir la petite Élisabeth. Parce que euh, Anne et Monsieur Drummond, Monsieur Jack, ouais, lui, il était recouvert par un lit de camp qui était mis à ouais, l'envers. ouais. Et Anne était recouverte par une couverture, je crois. Et d'ailleurs, on se demandait si la couverture est dépassée, les pieds dépassaient ou pas de la couverture. Ça c'est Ça Anne. fait Ça échange. c'est Anne Drummond Ouais. qui Et était Elisabeth, elle n'était pas couverte. voilà. Alors après, on peut dire, bah, Gaston, il veut la recouvrir comme il a pu recouvrir les deux autres. Peut-être, peut-être. Est-ce qu'il l'a Mais fait bon, par bonté, par décence, par ouais. décence? C'est possible aussi. Ça peut être aussi le cas. Ça peut être aussi le Mais cas. même à ça, t'es pas censé, tu n'es même pas censé faire ça. Et puis, qu'est-ce que ça peut laisser supposer? Vu qu'on est dans la version que Gaston est coupable, ben, si tu le Mm, laisses à côté du cadavre d'Élisabeth, ben peut-être qu'il peut cacher des trucs ou il cherche des trucs. tout à fait. Mm. Peut-être. Et l'histoire nous dira qu'il Parce qu'il y a aura... des objets qui ont disparu quand même. Ben voilà. Ouais.
Et Diamant, puis, par qui on ne sait pas, mais il y a des objets qu'on n'a pas retrouvés. et puis tu sais qu'il y a un morceau qui s'est détaché de la crosse du Ah, ben ça, oui. fusil Ouais. Ouais. qui aurait été retrouvé sous la tête d'Élisabeth Mm. ou à Et c'est Gaston qui côté. l'a retrouvé. C'est Et Gaston qui l'aurait Gaston retrouvé. prétend que c'est lui qui a trouvé Mm. ce morceau-là, mais c'est démenti ça. Il Mm. y a des enquêteurs qui disaient que c'est pas Gaston qui a trouvé ça, c'est nous qui a trouvé ça. Tu vois, bon. Et par contre, ça atteste aussi que ce soit l'arme du crime, puisqu'on a retrouvé la Rocola dans la petite mare, là, 16 heures après, Ouais, enfin 16 heures après le crime, et ouais. ben justement, le petit éclit de bois qui manquait, et ben c'était celui qu'on avait retrouvé à côté du corps d'Elisabeth. Donc ça prouverait bien que l'arme du crime, c'était bien, en plus, sans compter les expertises balistiques, hein, Voilà. que c'était bien l'arme du crime. Tout semble Alors, indiquer que c'est après, l'arme est-ce du qu'il y a, crime. et on pourra peut-être en reparler, est-ce qu'il y a une seule arme qui a été utilisée ou plusieurs? Parce que moi, j'ai lu qu'il y avait des munitions différentes qui avaient été retrouvées. Ben Donc, ça peut attester de notre deuxième, voilà, de ça notre va. deuxième thèse. Tu Tout vois? à fait. Ouais, Parce que voilà. rien n'est jamais simple. Rien n'est jamais simple. Alors, on arrive à Edmond Sébeil qui va arriver en milieu d'après-midi et qui va faire son enquête quand même de façon assez sommaire parce que les cadavres ne sont même plus là. Et déjà, il va parler à la presse. Tu vois, là, il me fait penser beaucoup à un certain juge qui aimait parler à la presse. Hein. Et puis, Oui, ou d'un certain commissaire, Jacques C, qui travaillait aussi pour le SRPJ ouais. et qui avait des liens aussi avec la presse, et beaucoup de choses fuitaient. Et puis, tu Ça, sais, c'est vrai. tout à l'heure, tu me parlais de Sébeil au début de la discussion. Il venait de Marseille. Et moi, je ressens un certain mépris pour les Oui. paysans du coin de sa part. Je ne sais pas Hmm. si tu vas être d'accord avec ça. Très tôt, il a dit c'est un crime. C'est les gens Ouais. du milieu qui ont fait ce crime-là. Crime Et paysan, quoi. Ouais. oui, de paysans. Et puis, Hmm. Là, je il pense était qu'il réputé s'est. pour comprendre ces gens-là quand on discutait avec eux. Il se Hmm. vantait de pouvoir les comprendre, comme si ces gens-là parlaient pas le français. Tu vois, c'est quand même. Hmm. Je vais leur parler, moi, je peux les comprendre, moi. Et moi, je Oui, le comme prends ça. comme un certain mépris, tu vois. Ouais. Bon, ben écoute. Mais certains de ses détracteurs ont avancé le fait que, justement, j'avais parlé tout à l'heure de son côté anticommuniste, donc c'est pour ça que il aurait incriminé un peu plus Gaston, qui était censé être plus proche du Parti communiste, et son fils. Et puis il y avait aussi, certains disent il n'aimait pas, il avait un côté un peu xénophobe. Bon, alors après, moi je trouve que ça va un peu loin. C'était notamment une thèse qui est avancée par le fils de Gustave, Alain, parce que Alain il était né juste avant ce crime, puisque Yvette l'allaitait encore, il était tout bébé, quoi. Et Et voilà. donc lui il se bat pour réhabiliter un petit peu Gaston et Gustave, en disant Ouais, les domiciles n'ont rien à voir là-dedans. voilà. Et il a dit que Sebeil, il aurait eu un côté un peu xénophobe et qu'il n'aimait pas les Italiens, notamment. Alors moi je trouve que ça Ben, va un peu loin, mais ça va il un n'aime peu pas les loin. Italiens. Donc savoir que là on tombe sur des paysans, il était peut-être pas très non plus, il n'aimait pas trop ce côté rural, enfin je ne sais pas. En plus, plutôt côté communiste et en plus des Italiens, bah, pour lui c'est vrai qu'il aurait peut-être tendance à tout de suite s'orienter sur leur culpabilité. Donc Bon. après c'est ce qui a été avancé. C'est peut-être je pense que c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, après, voilà, à la guerre comme à la guerre, c'est un argument en plus qui peut peser. Ben, c'est exagéré, oui et non. Écoute, des gens racistes, Oui, ça existe, bien ça sûr. existe et on peut pas nier le fait. Peut-être. Et puis, on sort de la guerre, hein, donc les Italiens sont pas, c'est pas les Italiens maintenant, c'est ceux qui ils avaient combattu les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm, exactement. Voilà, il n'y avait pas encore un peu ce racisme qu'on peut retrouver actuellement, un peu plus anti-maghrébin ou des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'immigration à ce niveau-là encore, elle n'était pas développée. Donc ceux venaient de l'extérieur et qui s'étaient implantés en France, c'était encore plus, Oui. c'était les Italiens, les Polonais qui vont arriver, des choses comme ça, mais des gens comme ça. Mais voilà, donc peut-être que effectivement après Sebaï, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément un côté très sympathique. Le passé Euh, explique le présent, bien souvent. Tu vois, tu me ouais. parles des Italiens qui, en fait, faisaient partie de l'Axe au début de la Mm, guerre. Et ouais. ça s'oublie pas comme ça. Tu vois, Mm, c'est le même truc, là. Je fais simplement un petit aparté. C'est le même truc, en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les Russes,
les Anglais et les Américains ne pardonnaient pas aux Russes d'être du côté des Allemands au début, là. Tu vois, quand ils se sont séparés la Pologne, et puis parfois le passé va expliquer le présent, là. Alors, c'est le même truc là, que tu racontes avec Sebeil, c'est des choses qui sont très, très possibles. Faut jamais C'est pour ça qu'il oublier faut essayer que... toujours faut jamais oublier ce contexte historique-là, parce que ça Voilà, peut. voilà. On peut passer, si on juge les choses avec les yeux contemporains, nos yeux de contemporains, on peut passer à côté de certains, et Ouais. puis même faire des contresens et passer à côté de certaines vérités. Donc, Parce qu'en fait, il moi faut faire attention. je vais te dire qu'en 2024, la Deuxième Guerre mondiale, c'est hier. Alors Oui. imagine-toi en 1952. Ça s'est passé il y a 2 minutes. On est à côté de la guerre et le pays se relève à peine là, de tout Mm. ça dans les infrastructures. Et puis, c'est encore bien présent, là, la guerre. Là. La France a souffert aussi. Là. Alors, D'ailleurs, peut-être à la fin de notre intervention, on parlera des pistes alternatives, des pistes parallèles, et il y a une piste que je trouve pas forcément fiable, mais qui parle de la résistance aussi.